Hello and welcome to another episode of Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez notre émission, pensez à vous abonner. Vous pouvez également soutenir notre chaîne en devenant membre YouTube, mécène ou en faisant un petit don via le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Lawrence Wilkerson. Le colonel Wilkerson est un colonel de l'armée américaine à la retraite et ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain Colin Powell. Colonel Wilkerson, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Welcome back to India and Global Left. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de t'extraper ce meilleur plexisson. We have a lot of viewership both inside and outside. Nous avons beaucoup de téléspectateurs, à la fois en Inde et à l'étranger. Donc oui, cela reste plus d'1 milliard. Quoi qu'il en soit, je voulais commencer par vous demander ce que vous pensez de la signification de l'assassinat récent du Dr Ali Larijani, dirigeant iranien, chef du Conseil suprême de sécurité nationale, ainsi que de Ghulam Raza Soleimani, commandant du Basij. Bien sûr, les médias traditionnels le présentent comme une victoire éclatante pour Israël, comme si cela avait fait pencher la guerre de manière décisive d'un côté. L'Iran, bien entendu, affirme qu'il s'agit d'une lourde perte. Néanmoins, les grandes tendances du conflit resteraient inchangées. Pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs la portée de ces assassinats? Je n'ai pas vraiment d'idée précise de la signification que cela peut avoir en termes d'immersion dans la culture ou la direction iranienne, mais je peux partager quelques réflexions générales et je pense qu'elles sont très importantes. Premièrement, Bibi Netanyahou en particulier, mais Israël en général, semble penser que l'assassinat de personnes, surtout celles sous les projecteurs, dans les gros titres ou occupant des postes de direction, est une bonne chose. Mon expérience de plus de 50 ans, dont 31 dans l'armée américaine, m'a appris que l'assassinat de personnes est d'abord un crime de guerre et ensuite qu'il conduit souvent à quelque chose de pire que ce que l'on avait auparavant, plutôt qu'à une amélioration. Un exemple que je pourrais développer à l'infini est celui de Hassan Nasrallah, qui était autant un homme politique qu'un chef de groupe terroriste. Et je n'appelle même pas le Hezbollah un groupe terroriste, car ils se battent contre des gens qui ont toutes les raisons et le droit de combattre. Voilà donc le premier point que je voudrais souligner. Le deuxième point, c'est que nous avons fait la même chose en apprenant d'Israël. Et cela s'est révélé, au mieux, un réconfort pour un président, et au pire, et dans la plupart des cas, un désastre. Exemple à l'appui, lorsque nous avons éliminé Ben Laden. Devinez qui est venu prendre le contrôle d'Al-Qaïda? L'un des hommes les plus sanguinaires, le numéro 2, Zawahiri. Et s'il avait persévéré dans cette voie, je pense que sa cruauté a en quelque sorte écourté sa carrière. Mais il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il aurait été bien pire que Ben Laden, qui, après tout, avait une sorte de côté positif, si l'on peut dire, dans sa pensée éthérée, sa philosophie et tout cela. Je ne cherche pas à excuser ce que Khalid Sheikh Mohammed, Zawahiri et Ben Laden ont fait le 11 septembre, mais je peux le comprendre. Tandis que Zawahiri, lui, était un Égyptien simplement en colère contre le monde et désireux de tuer des gens. Ce n'était pas une bonne décision d'en faire le chef d'Al-Qaïda. Maintenant, on pourrait dire que les États-Unis n'avaient pas vraiment le choix. Ils avaient enfin localisé Ben Laden et ils devaient l'éliminer, même s'il se trouvait à Abbottabad, au Pakistan, et ainsi de suite. Je ne suis même pas sûr que nous ayons bien fait de ne pas en faire un martyr, en jetant son corps à la mer, si c'est bien ce que nous avons fait. Je n'ai aucune preuve que nous ayons réellement capturé Ben Laden et que nous nous soyons débarrassés de lui. Je soupçonne que oui, mais je n'en ai aucune preuve. Aucune preuve n'a jamais été présentée.
Donc tout cela pour dire que assassiner des gens peut donner une certaine satisfaction, comme c'est le cas pour Bibi, et cela peut offrir quelque chose à présenter à son électorat, puisque les Israéliens semblent aussi apprécier cela. Mais je ne pense pas que ce soit une chose très intelligente à faire. Et puis la troisième raison, c'est que les personnes qu'ils ont assassinées n'étaient pas vraiment importantes. À mon avis, ma vision de qui est important en ce moment au sein des gardiens de la Révolution, du complexe sécuritaire en général, et en Iran en particulier, elle n'était pas si importante que ça, surtout Larijani, car il était en quelque sorte en train de devenir persona non grata, même en Iran. Donc tout cela revient à dire que je trouve ça stupide. Je pense que c'est une pratique idiote. Si on les tue au cours d'une guerre, c'est-à-dire qu'ils meurent parce qu'ils défendent leur pays, ou qu'ils se trouvent sous une bombe ou quelque chose du genre, c'est différent. Mais les traquer, les assassiner et faire de cela un mode opératoire de son armée, franchement, c'est écœurant et lâche. Ce sont également des crimes de guerre. Oui. Je voulais vous interroger sur la démission de Joe Kent, le directeur du Centre national antiterroriste des États-Unis, en signe d'opposition à la guerre. Quelle est l'importance de cet événement pour la dynamique intérieure des États-Unis et que cela reflète-t-il ou nous apprend-il sur l'administration actuelle? Je pense que cela en dit long. Je ne suis pas là pour défendre Kent. Je veux dire, si l'on regarde sa carrière passée, c'est un individu méprisable à mes yeux. Certaines des choses qu'il a dites et faites, tant dans l'armée qu'en dehors, sont inacceptables. Donc je ne le défends en aucune façon, mais j'aime le fait, je savoure le fait, qu'il ait apparemment eu une révélation, essentiellement provoquée par le fait que Trump est devenu fou, dément. Et je le dis très sérieusement. Je ne pense pas que le président soit encore en pleine possession de ses facultés mentales, s'il l'a jamais été, mais je suis certain qu'il ne l'est plus maintenant. Ainsi, Kent a planté une flèche dans le cœur de Trump en ce qui concerne ses partisans, tout comme l'assassinat de Charlie Kirk l'a fait. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens dans le mouvement MAGA avec qui je parle et avec qui j'ai des conversations. Je suis très convaincu que c'est Smosener qu'Israël est derrière l'assassinat de Charlie Kirk, et je soupçonne qu'une hypothèse valable de leur part. Qu'il s'agisse d'une implication directe ou indirecte, reste à déterminer, si tant est qu'on le détermine un jour, comme pour l'assassinat de JFK par exemple, dans lequel je crois qu'Israël a été impliqué. Nous ne connaîtrons probablement jamais la véritable réponse, mais cela crée des fissures dans la carapace qu'est le mouvement MAGA. Et tout ce qui y crée des fissures, à mon avis, est positif. La démission de Kent, et surtout la manière dont il a formulé sa lettre, a eu cet effet. Un paragraphe m'a particulièrement touché, parce que je viens de perdre ma femme après 55 ans de mariage, et je sais à quel point cela m'a bouleversé. Ce n'était pas l'avant-dernier, mais celui juste avant, je crois. Il a en fait évoqué sa femme et la façon dont elle était décédée. Et je peux comprendre cela. C'est un élément d'humanité que je ne m'attendais pas à trouver chez lui. Et cela reflète quelle division au sein de l'administration. Tout à fait. Oui. Espérons que cela se propage. J'espérais, je priais même, que Tulsi Gabbard s'engouffre dans cette fracture et l'élargisse encore davantage, même au prix de son poste. Elle vient de donner une interview récemment rapportée qui me rend malade. Cela me rend malade parce que j'enseigne ce dont elle parlait. Ce qu'elle a dit dans la déclaration rapportée par la presse, et je soupçonne que c'est exact, c'est essentiellement que Donald Trump a été élu par le peuple américain. Donc il a le droit, et l'implication est forte qu'il a le droit, c'est-à-dire Donald J. Trump, de prendre des décisions de guerre, qu'elles soient justes, mauvaises, indifférentes ou autres. Ce n'est pas vrai.
Tulsi n'a pas étudié la loi sur la sécurité nationale de 1947 comme je l'ai fait, jusqu'à en être écœuré. Elle n'a pas étudié les raisons de cet acte. Elle n'a pas étudié ce qui s'est passé avec cet acte depuis lors. La raison pour laquelle le Congrès a adopté la loi sur la sécurité nationale de 1947, la raison principale, il y en avait d'autres, secondaires, mais la principale, c'était Franklin Delano Roosevelt. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et peut-être encore 4 ans. Ils ont même modifié la Constitution pour régler cela, mais ils étaient très inquiets de la manière dont il avait ignoré les conseils et les avis et pris des décisions presque seul. Il a même écarté son secrétaire d'État. Je veux dire, il ne l'a jamais inclus. Regardez toutes les photos des conférences de guerre. Le secrétaire d'État n'y figure jamais. Le secrétaire d'État ayant exercé le plus longtemps, je crois, dans toute l'histoire du poste. Mais il n'est jamais là. Marshall, lui, est là en uniforme. Churchill aussi, souvent était là en uniforme parce qu'il était américain. Ah, il ne l'était pas? Réfléchissez-y un instant. Ils étaient donc vraiment inquiets de la concentration du pouvoir décisionnel présidentiel par FDR, surtout en matière de guerre, dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, sans consulter personne. C'est pour cela qu'ils ont rédigé la loi. La principale raison pour laquelle ils l'ont rédigée. La loi, statutairement, c'est-à-dire par la loi, précise comment les décisions de sécurité nationale doivent être prises. D'accord. Tulsi, Trump a complètement ignoré cette loi. Il ne l'utilise pas pour prendre ses décisions. Trump est un retour à FDR sans l'intelligence. Il prend les décisions tout seul. Parfois, il parle à Hegseth, parfois il parle à Rubio, parfois il parle à Scott Bessent, mais pas très souvent. Parfois il prend des conseils, parfois non, mais pas très souvent. Et je vais vous dire une chose, il n'utilise pas, et tout le monde le sait maintenant, le processus légal prévu par la loi. Donc il viole la loi, techniquement parlant, et dirais-je, nationalement parlant, juridiquement. Dans la mesure où le Congrès a adopté la loi, chaque fois qu'il prend une décision, il prend des décisions dans le domaine de la sécurité nationale, complètement en dehors de la loi. Et il prend des décisions de guerre sur des guerres de choix, comme l'Iran, dans sa propre tête. Ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas, lui aussi, une équipe de supporters comme Cad, Seth et Rubio, et peut-être d'autres, mais il n'utilise pas le système prévu par la loi. Donc il enfreint la loi. La toute première chose que je soulèverai lorsque le Congrès le destituera, ce qui arrivera inévitablement, c'est cette question. Vous avez violé la loi de 947 et tous ses amendements qui relèvent du droit statutaire. C'est l'acte de cette Assemblée qui définit la manière dont les décisions sont prises en matière de guerre. Et nous le destituons pour cela. Il pourrait y avoir d'autres raisons aussi. Mais Tulsi Gabbard a totalement tort dans sa défense de Donald Trump. Et encore plus pathétique, on lit dans cette défense qu'elle essaye de garder son poste, même si elle sait que cette guerre est injuste. Elle essaye de garder son poste. Donc à mes yeux, c'est désormais une personne méprisable. La destitution, telle que je la comprends, dépendrait des membres du Congrès du Parti républicain et probablement aussi des résultats des élections. Mais, en fin de compte, du nombre de républicains qui voteront. Car une grande partie d'entre eux s'est complètement livrée à la flagornerie, convaincue que tout ce que fait Donald Trump est juste. Je voulais donc vous interroger sur le parti, ainsi que sur ceux du mouvement MAGA avec lesquels vous parlez ou avez parlé, car il semble y avoir une profonde division en son sein également. Il y aurait apparemment des segments de personnes au sein de MAGA pour qui Trump est l'alpha et l'oméga. Et il semble y en avoir d'autres qui continuent de remettre en question l'Empire américain, les guerres inutiles et ainsi de suite.
Pourriez-vous donc expliquer un peu votre expérience de dialogue avec les personnes du camp MAGA? So if you could spell out a little bit about your experience having spoken to people on the MAGA side. Je constate qu'un certain nombre de schismes sont en train de se développer. Le plus marquant, il y a quelques mois, bien sûr, a été l'assassinat de Charlie Kirk. Maintenant, je ne défends pas Charlie Kirk, car si l'on revient sur certains de ses propos et de ses réunions, il était lui aussi assez cru. Je ne le qualifierais pas de suprémaciste blanc, mais il s'en est approché à bien des égards. Il s'est un peu adouci à l'approche de la période où il a commencé à remettre en question Israël et la relation que les États-Unis entretenaient avec Israël. Mais cela mis de côté un instant, son assassinat et la manière dont il est perçu dans l'esprit de beaucoup me semble encore être le principal sujet qui les sépare de Trump. Il essayait de faire comprendre aux gens que l'association avec Israël était trop étroite, qu'elle était nuisible. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils l'ont fait assassiner, que les Israéliens aient été impliqués ou non. Et moi, pour ma part, je pense qu'ils l'étaient. C'est là que tout a commencé. Mais maintenant, d'autres questions sont entrées en jeu. L'une d'elles est financière, ou matérielle si l'on veut. Ils regardent l'argent qui est dépensé, et l'argent dépensé pour des choses dont même eux peuvent voir qu'elles n'ont aucun impact sur leur vie, voire qu'elles lui nuisent. Et l'un des éléments qui pèse lourdement à cet égard et qui, à mon avis, cause bien plus de tort, c'est le prix de l'essence à la pompe en ce moment. Parce que j'ai pris une photo d'une pompe à essence à Los Angeles où le prix était de 8,87 $ le gallon, ou quelque chose comme ça. Bien sûr, une grande partie de ce prix correspond aux taxes et aux frais de la Californie, mais les prix augmentent quand même dans tout le pays. Je me souviens de l'embargo pétrolier arabe. Faire la queue dans une station-service avec 40 ou 50 voitures, et enfin arriver aux pompes pour découvrir qu'il n'y avait plus de carburant. Il fallait rester là et attendre qu'un camion arrive pour en livrer davantage. Nous allons revivre cela dans ce pays si cette guerre continue et si l'Iran réussit relativement bien. Hier, j'ai vu que la Russie, et cela vient d'un groupe international du secteur pétrolier avec lequel je consulte chaque semaine, gagne actuellement environ 150 millions de dollars par jour, en plus de ce qu'elle aurait normalement gagné, simplement à cause de la hausse des prix depuis le début de cette sorte de guerre. Une autre raison pour laquelle je pense que le mouvement MAGA a des difficultés, c'est la guerre elle-même, car beaucoup d'entre eux, ceux avec qui je parle encore, ou qui me parlent encore, sont membres du Parti républicain et votent de cette manière. Ils disent « cela n'a aucun sens » et ils disent « c'est uniquement Israël qui a fait cela ». Et cela remonte aussi à Kirk. C'est Israël. Trump est tombé dans un piège. Netanyahou l'a piégé dans ce piège. Ils en ont des versions différentes, mais en gros, ils pensent qu'Israël nous a entraînés dans cette guerre, que Trump était réticent. Et puis, il y a aussi ceux qui ne pensent pas que Trump était réticent, qui se réfèrent à ses déclarations précédentes sur le Moyen-Orient en particulier, et n'aiment pas le fait qu'il ait dit quoi que ce soit. Ce sont des guerres folles, stupides, idiotes en parlant de l'Iran, de la Libye, de la Syrie, de l'Afghanistan et de bien d'autres endroits. Et maintenant, il le fait. Non seulement il le fait, mais il le fait à une échelle plus grande que quiconque. Il se peut qu'il engage tout l'appareil militaire américain dans cette affaire avant que ce soit terminé. Et comme quelqu'un me l'a dit hier, il ne semble pas s'en soucier. Il ne semble pas se soucier du fait qu'il pourrait entraîner tout l'establishment avant que tout cela ne soit terminé. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le Ford, notre grand porte-avions qui a connu des problèmes, a passé plus de temps en mer que n'importe quel autre porte-avions depuis le Vietnam, et même plus que cela, d'après ce que j'en comprends.
Le Ford a quitté la Méditerranée sans retour au port ni pause pour les jeunes hommes et femmes à bord, descendant par le canal de Suez et la mer Rouge. Et maintenant, ils n'avancent plus parce qu'il y a eu un incendie. Je suis sûr qu'ils ont éteint le feu et qu'il est de nouveau en route. Mais la rumeur veut que l'incendie ait probablement été déclenché par l'équipage. Parce que l'équipage lui aurait apparemment causé de gros problèmes lorsqu'elle est arrivée en Méditerranée en bouchant le système d'égout. Elle a dû faire escale pour qu'ils puissent le vider et que les gens puissent utiliser les toilettes. On ne peut pas inventer ça. Donc, si c'est encore l'équipage, si l'équipage est à ce point en colère, alors le Ford n'arrivera nulle part avec succès. Parce qu'il y a, vous savez, environ 5000 hommes et femmes sur ce navire, et apparemment un bon nombre d'entre eux sont profondément contrariés, irrités et exaspérés par cette longue période en mer. Donc, toutes sortes de choses comme ça parviennent aussi aux Américains. Ils n'aiment pas ça. En gros, ils soutiennent les troupes. Ils adorent Lee Greenwood, et vous savez, I'm proud to be an American, tout ce genre de choses. Et en réalité, ils sont troublés, et ils devraient l'être. Il y a donc beaucoup de choses qui affectent le mouvement MAGA en ce moment, en son cœur même. Maintenant, les gens qui se rallient à l'ICE, ceux qui tuent des gens dans le Minnesota, par exemple, le noyau de l'ICE, en particulier la direction et le niveau juste en dessous, ce sont des tyrans assoiffés de sang. Et ils se sont assurés d'embaucher ce genre de personnes pour faire cela. Ce sont les mêmes qu'ils ont recrutés, par exemple, pour être l'élément de sécurité de la Fondation humanitaire de Gaza. À Gaza, ils aidaient les FDI à tuer des Gazaouis affamés, assoiffés, qui venaient simplement manger ou boire. Voilà à quel point ces gens sont durs. Ils ont même mis un membre d'un gang de motards à la tête de l'unité de sécurité venant de notre nord-ouest Pacifique. Quelqu'un qui a été photographié portant des suites et des équipements sur sa moto avec l'inscription « Mort à tous les musulmans ». Ils ont confié la direction à ce type. Voilà donc votre composante ICE. Pas tous, bien sûr, mais c'est l'avant-garde de la composante ICE. Et ce sont les chemises brunes de l'administration Trump, principalement pour Stephen Miller. Ce sont les chemises brunes du Reinhard Heydrich de l'administration Trump, Stephen Miller. Et je le pense vraiment, il est la réincarnation de Reinhard Heydrich. Vous savez, Heydrich, l'homme de la solution finale, l'homme de la mort d'Hitler. Voilà qui est Stephen Miller. Cela aussi commence à se désagréger dans une certaine mesure. Donc je m'attends à ce que, si nous approchons des élections de mi-mandat et qu'elles ont effectivement lieu, et que rien de particulièrement néfaste n'est commis par les républicains, ils perdent de manière spectaculaire. Et lorsque cela arrivera, le Congrès adoptera un nouveau ton et une nouvelle couleur. Il cessera d'être lâche. Il comptera un contingent républicain important. Imaginez Thomas Massie multiplié. Et il y aura des personnes comme Mike Lee de l'Utah, par exemple, s'il parvient à se maintenir, qui connaissent très bien les pouvoirs de guerre et la guerre en général au regard de la Constitution, et qui, je pense, se lèveront à nouveau. En fait, Mike Lee se montre déjà un peu au Sénat en ce moment et il se fait remarquer. Ainsi, les républicains vont essentiellement être renvoyés des deux chambres du Congrès. Il reste à voir quelle ampleur aura la majorité des démocrates et quelle sera son efficacité avec autant de nouveaux venus. Il reste aussi à voir si cette tendance des républicains et des démocrates à quitter le Congrès par dégoût va se poursuivre. Des dizaines de personnes ont en effet déclaré « J'en ai assez, je m'en vais ». Certaines d'entre elles étaient en poste depuis un certain temps, mais la plupart étaient jeunes. La plupart n'ayant effectué qu'un ou deux mandats, et partent parce qu'elles sont dégoûtées de ce qu'elles ont découvert en arrivant à Washington. Tout cela va atteindre son paroxysme à l'approche des élections de mi-mandat.
Et je pense qu'à ce moment-là, cette guerre aura convaincu bien plus de partisans de MAGA que leur confiance et leur foi en Donald Trump sont profondément mal placés. Et ces problèmes ou questions politiques ne sont pas les seuls. Je veux dire, les États-Unis sont également confrontés à d'énormes problèmes économiques et militaires en menant ces guerres. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Nous faisons une émission complète en ligne le 22 avec John Bellamy Foster, rédacteur en chef de Monthly Review, et le professeur Prabhat Patnaik sur cette question très importante du keynésianisme militaire. C'est-à-dire que par le passé, la machine de guerre américaine, chaque fois qu'elle participait à des conflits, rencontrait bien sûr des problèmes. Mais en termes de création d'emplois, elle servait à compenser la stagnation et le ralentissement de la croissance économique. Ils ont commencé avec la Seconde Guerre mondiale, et cela a continué. Bien sûr, il y a eu des moments, à l'époque de Lyndon Johnson et d'autres, où ils faisaient face à une hausse des déficits budgétaires et à d'autres problèmes liés aux dépenses intérieures. Et, vers la fin des années 1960, il y a également eu une ponction sur les réserves de change, et ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, la machine de guerre a été utilisée efficacement pour générer le plein emploi, ou du moins pour s'en approcher. Aujourd'hui, nous voyons exactement le contraire. Il y a une situation inflationniste à cause de la guerre, comme vous l'avez mentionné, les pompes. Mais cela ne se limite pas seulement aux pompes. Nous constatons une pénurie d'engrais aux États-Unis et ailleurs, et c'est la saison où les agriculteurs plantent du soja et du maïs. L'agriculture américaine est sous pression depuis très longtemps à cause des tarifs imposés par Trump, et la situation s'est encore aggravée. Tout cela pour dire que l'analyse classique du keynésianisme militaire ne s'applique plus vraiment. Si l'on observe davantage de chômage, d'inflation et de contraction, cela va poser un sérieux problème. Et puis, du côté militaire, vous pourriez peut-être en dire un peu plus à nos téléspectateurs, la situation n'est pas aussi positive que ce que les médias traditionnels laissent entendre. Ils dépensent des milliards de dollars pour intercepter des drones, Shahed, très bon marché, et d'autres encore. Alors, si vous le pouvez, parlez-nous un peu de l'aspect militaire à mesure que cette guerre se poursuit. Laissez-moi commencer si vous avez un peu de temps. Je vais essayer de faire court. Oui, bien sûr. Avec une vision plus large, permettez-moi d'en venir à cela. Il y a un argument que je pourrais avancer, et je pense qu'il est très solide, en faveur de ce que nous faisons au Levant en général, mais plus précisément maintenant avec l'Iran, en lien avec notre peur profonde de ce qui se passe dans les catégories mêmes que vous venez d'évoquer, mais sous l'impulsion de la Chine. Comme je l'ai souvent dit, ce mouvement inexorable du pouvoir, sous toutes ses formes, de l'ouest vers l'est, nous a atteints. Et notre approche face à cela n'est pas de l'accompagner, ce qui devrait être notre approche, et de collaborer avec lui, tout en restant une puissance à part entière si l'on veut. Notre approche, c'est de l'arrêter. Nous voyons, du moins à l'heure actuelle, l'initiative de la ceinture et de la route du Sud, qui passe en grande partie par l'Iran, comme le point de départ. Et c'est pour cela que nous faisons cela. Cela n'a rien à voir avec Bibi, ça n'a même rien à voir avec la Russie. C'est accessoirement lié à la Russie. Mais le grand ours dans la tente, c'est la Chine. Et c'est ce que nous essayons d'arrêter net. Nous avons choisi cette région pour le faire. Nous avons échoué, pour ainsi dire, en Europe centrale avec l'Ukraine, qui faisait aussi partie de cette philosophie ou de cette stratégie, si l'on veut. Nous y avons échoué de manière majeure. Tout ce que nous avons maintenant, c'est une situation bloquée, une situation que la Russie, désormais partenaire de la Chine, va probablement exploiter à notre détriment plutôt qu'à notre avantage.
Nous avons donc connu un échec là-bas, dans une certaine mesure. Nous y reviendrons. Mais, je veux dire, pas moi, mais nous, les États-Unis, l'Empire, nous reviendrons en Europe parce que nous le devons. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur la ceinture et la route du Sud et sur la Chine, la puissance qui la soutient. De plus, un échec dans la guerre des tarifs est de nos veines. Oui, et si vous avancez cet argument et que vous comprenez ce que Xi Jinping vient de faire en déclarant qu'il va désormais établir, lui qui dispose déjà des systèmes numéro 1 en économie, en technologie et dans le domaine militaire, il va maintenant chercher à créer le premier, le seul grand système financier mondial fondé sur le renminbi. Il l'a dit. Il a dit qu'il allait le faire. C'est un signal que nous ne pouvons pas ignorer. Et le gouvernement actuel le comprend probablement, du moins de manière instinctive. Et Scott Besson le comprend aussi. Cela en fait également partie. Nous essayons de mettre un certain frein à cela, mais en réalité, je pense que nous avons ajouté un accélérant, un catalyseur, parce que, et j'en viens maintenant à l'essence de votre question sur le militaire, nous n'avons pas l'instrument militaire pour le faire. Nous essayons de le faire avec l'armée et nous n'y arrivons pas. Nous n'avons rien de comparable à l'armée que nous avions lors de la première guerre d'Irak. C'est le premier point que je veux souligner. Rien de semblable à cette armée-là. La seule chose que notre armée actuelle possède et que l'autre n'avait pas, c'est une cargaison de munitions de précision et de technologies associées. Des systèmes comme le THAAD, le Patriot 1 et le Patriot 2. Mais l'Iran prouve rapidement que ces systèmes ne sont finalement pas si performants. En réalité, les dégâts qu'ils ont infligés à nos systèmes sophistiqués, même pour moi, qui savais déjà qu'ils n'étaient pas aussi avancés que nous le prétendions, me forcent à revoir entièrement notre manière d'évaluer nos capacités militaires. Ce n'est rien de comparable à ce que nous avions auparavant. Et je pense qu'ils agissent, à la fois l'armée, le secrétaire à la guerre et le complexe qui les entoure, y compris FTX, Lockheed, Grumman, Boeing et tous les autres marchands de guerre, selon l'idée qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas. Et c'est extrêmement dangereux d'avoir à la fois votre base industrielle de défense et votre direction convaincue qu'elles sont 5, 6, je ne sais pas quel chiffre mettre là-dessus, fois plus puissantes qu'elles ne le sont réellement. Et l'Iran va le prouver. Comme Haaretz l'a écrit dans un sous-titre, le seul journal israélien que je lis encore, parce que c'est le seul qui ne soit pas entièrement détenu par Bibi Netanyahou ou ses amis, le titre disait « Pour gagner, tout ce que l'Iran doit faire, c'est ne pas perdre. Pour gagner, les États-Unis et Israël ont besoin d'une victoire spectaculaire. » Eh bien, c'est tout à fait exact. Ils n'obtiendront pas cette victoire spectaculaire. Et l'une des raisons pour lesquelles ils ne l'obtiendront pas, c'est ce dont vous parliez, parce que notre armée n'est pas capable de produire ce genre de victoire. Je ne suis pas sûr qu'aucune armée le soit en réalité. Pas si les Iraniens restent résolus et tiennent bon, pour ainsi dire. Il faudrait probablement 2,5 millions, peut-être 3 millions d'hommes et de femmes. Il faudrait une décennie rien que pour employer ces hommes et ces femmes à l'intérieur de l'Iran, dans chaque recoin du pays, dans chaque caverne, sur chaque montagne, dans le Dasht e-Kavir par exemple, jusqu'aux endroits où Alexandre le Grand s'est rendu et a failli mourir. Le moment où il a été le plus proche de la mort, en dehors de sa mort elle-même, c'était le long du golfe Persique, quand Parménion ne pouvait plus lui faire parvenir de ravitaillement et qu'il était dans une situation désespérée. Il a failli mourir. Donc vous envisagez une défaite potentiellement profonde. Même si vous pouviez rassembler autant d'hommes et de femmes, les envoyer en Iran et les y maintenir pendant, disons, une décennie,
et que vous puissiez vaincre complètement le pays, comme par exemple 12 millions d'hommes et de femmes, ou une bonne partie d'entre eux, avec les Soviétiques, qui ont subi 20 millions de pertes, ont vaincu l'Allemagne nazie, ou comme nous et les Britanniques avons vaincu le Japon impérial. C'est la seule façon dont vous pourriez vaincre l'Iran d'une manière qui vous donnerait le genre de victoire spectaculaire que Haaretz disait qu'il vous faudrait. Et serait-elle vraiment si spectaculaire, avec toutes les pertes humaines que cela impliquerait, l'argent dépensé? Non, ce ne serait pas. Donc en réalité, je me contredis. Vous ne pourriez même pas le faire avec autant de monde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons même pas lancer une conscription en ce moment. Nous ne pouvons pas mettre en place un processus d'appel sous les drapeaux actuellement. Notre système de service sélectif est en panne. Il faudrait peut-être 100 millions de dollars pour le remettre en état. C'est une somme dérisoire pour Trump. Il pourrait la sortir de son propre compte en banque. Mais c'est de l'argent qu'il faut dépenser et une procédure qu'il faut suivre pour le relancer. Ensuite, il faut encore 6 mois pour mettre en œuvre la conscription. Et pendant que tout cela se met en place, pendant l'année où tout cela se déroule, la guerre continue et vous n'avez toujours pas les effectifs nécessaires. Et les jeunes de 18 à 24 ans ont tous été avertis que vous allez les enrôler. Je soupçonne qu'un tiers ou plus d'entre eux partiront, ailleurs, au Mexique, au Canada, peu importe. Un peu comme environ 30% des réservistes israéliens convoqués pour cette guerre au Liban, qui, d'après ce qu'on m'a dit, n'ont pas présenté. Ils sont absents sans permission. Ils sont partis. Ils se cachent soit en Israël, soit ils ont quitté Israël. Vous avez donc une tâche impossible, mener cette guerre contre l'Iran, même si votre objectif stratégique est valable. Ce qui vous intéresse, c'est la Chine, pas l'Iran. Et secondairement, la Russie, pas l'Iran. L'Iran n'est qu'un instrument que vous devez affronter afin de frapper la Chine si durement dans cette initiative de la ceinture et de la route au sud, qu'elle se retire. Et la Russie, elle, ne parvient pas à rester une puissance capable de descendre du Caucase et d'ajouter à ce poids. Vous avez bloqué cette voie qui devait remonter le golfe Persique et entrer en Russie pour compléter les 3 autres situés plus au nord, le centre-nord, le chemin de fer transsibérien, et puis celle-ci. Tout cela revient à dire que le déplacement du pouvoir en cours est inexorable. Le poids de l'histoire pèse sur lui, le poids de la Chine pèse sur lui, et je suis désolé, son poids est désormais supérieur au nôtre dans tous les éléments centraux du pouvoir, sauf la finance, et il est sur le point d'atteindre ce stade. Et donc vous allez échouer. Vous allez échouer, mais je comprends pourquoi. Le grand jeu recommence, et nous faisons ce genre de choses. Et je ne pense pas un instant que Donald Trump comprenne cela, mais il y a des gens derrière lui, des financiers de la guerre, comme je les appelle, les Rothschild de notre époque, les Médicis de notre époque. Ils sont là, ils voient ce qui se passe, et ils veulent que ce soit leur réponse. Ils sauteront tous du navire, bien sûr, quand il deviendra évident que la Chine va gagner cette affaire. La Chine et la Russie ensemble, et peut-être aussi l'Inde, quand Modi, ou celui qui le remplacera, se réveillera et comprendra de quel côté le pain est beurré, car il ne l'est certainement pas du nôtre. Il est beurré du côté de la Chine. Et même si l'Inde ne peut pas s'entendre avec la Chine à cause de ses propres querelles, elle tombera sur le bord de la route. Je ne dirais pas qu'elle disparaîtra, mais elle sera mise de côté dans les calculs stratégiques une fois qu'il sera clair pour tout le monde à quel point 60% de la population mondiale, même sans l'Inde, va dominer dans cette lutte. Et avec l'Inde, bien sûr, cela représente une majorité écrasante de la population mondiale et relègue l'hémisphère occidental, sans le Brésil et sans le Canada peut-être, et peut-être 1 ou 2 pays d'Amérique du Sud,
complètement dans l'ombre, pour ainsi dire, du pouvoir. C'est là que nous nous dirigeons, et ces gens essaient d'empêcher cela. C'est donc une immense conflagration. C'est une énorme compétition qui s'est maintenant transformée en guerre sur plusieurs fronts, et qui pourrait devenir une guerre bien plus vaste en raison des éléments que je viens d'évoquer, ainsi que de la prise de conscience à Pékin, en fin de compte, qu'il s'agit peut-être d'une guerre de vie ou de mort si l'Empire décide d'utiliser son arsenal nucléaire. Ce dont, comme vous le savez sans doute, d'après mes précédentes interviews, je suis absolument convaincu. Allons-nous commencer cette guerre en Asie du Sud-Ouest? C'est possible. Est-ce que Bibi sera le chef de file? Peut-être. Et oubliez l'idée d'une seule arme nucléaire. Une seule arme nucléaire lancée par Israël sur l'Iran ne ferait rien d'autre que les rendre encore plus furieux. Ce n'est pas une manière puissante d'influencer cette guerre. Une manière puissante de l'influencer serait d'en utiliser 15, 16 ou davantage. Et je suis sûr que Netanyahou est assez intelligent pour le comprendre. Si j'étais l'Iran, j'aurais probablement déjà attaqué Dimona. Je ne sais pas si cela servirait à quelque chose maintenant, car je suppose qu'Israël a dispersé ses armes nucléaires de manière significative, notamment sur ses sous-marins qui ont la capacité de tirer ces armes. Je pense qu'ils doivent faire surface. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un lancement souterrain ou sous-marin comme nos Tridents ou les missiles équivalents des soviétiques. Je pense que cela doit être tiré depuis un sous-marin de surface. Je n'en suis pas sûr, mais je le crois. Cela signifie qu'ils sont très précis, d'après ce qu'on m'a dit. Ils sont probablement l'équivalent de nos Tomahawk avec une ogive nucléaire, voire plus. C'est donc probablement ce qu'ils utiliseraient. Et je ne pense pas qu'ils en tireront un seul, je pense qu'ils en tireront plusieurs. Ils viseront des cibles très stratégiques, en observant les dégâts causés et la radioactivité produite, non seulement sur la cible elle-même, mais aussi sur les personnes autour, et plus généralement sur l'image que cela donnera de la situation désespérée de l'Iran. C'est ce qu'Israël fera, et c'est ce qui m'inquiète vraiment. Je veux dire, aucun militaire ne tirerait une seule arme. Maintenant, Bibi porte autant l'uniforme militaire que n'importe quel professionnel de l'armée. Donc je pense qu'il comprend cela. Et vous allez fusionner la direction militaire et la direction civile. Elles sont déjà fusionnées en Israël de toute façon. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Chez nous, il y a un civil aux commandes et l'armée en dessous. En Israël, c'est fusionné. Il devient vraiment le prince, comme l'a dit Clausewitz. Il devient vraiment Napoléon. Et cela est vrai pour Israël depuis 1948. Il est donc uni à ses militaires dans leur façon de penser. Je suis vraiment inquiet à ce sujet. Les gens pensent peut-être que je suis fou, mais je suis vraiment inquiet. Il ne s'agira pas d'une seule arme nucléaire, il y en aura plusieurs. Et ce sera le début de la course. Oui, et je pense que ce n'est pas quelque chose d'inimaginable, compte tenu de l'analyse que tu as faite et que nous avons menée. Les États-Unis et Israël veulent une victoire rapide parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas la soutenir très longtemps. Ils ne le peuvent tout simplement pas. Il y aurait une énorme incitation, et compte tenu de toutes ces faiblesses du côté américain, interne, politique, économique, militaire, Israël sait qu'à un moment donné, ces pressions seraient suffisantes pour que même Donald Trump et son administration cherchent une porte de sortie. Je veux dire, savoir si l'Iran leur offrirait cette opportunité est une autre question. Mais si la situation se renverse très rapidement aux États-Unis, alors Netanyahou aurait tout intérêt à recourir au nucléaire. Je pense que ma dernière question est de savoir si les États-Unis disposent d'assez de leviers sur Israël pour empêcher cela. Après tout, je pars du principe que
que la légitimité intérieure aux États-Unis pour utiliser des armes nucléaires doit être très faible en ce moment. Car si je compare cela à la Seconde Guerre mondiale, au moins la Seconde Guerre mondiale était dans l'ensemble une guerre juste, ou du moins présentée comme telle. Je ne parle pas des crimes de guerre commis dans ce cadre, ni du bombardement de Tokyo ou de celui de Dresde, mais à une échelle plus large. Ils combattaient les fascistes et les nazis. Et même s'il y avait beaucoup de propagande autour du largage des armes nucléaires, car après tout, cela n'a pas été fait pour mettre fin à la guerre, puisque nous savons désormais que les armées japonaises se préparaient déjà à se rendre. C'était en réalité l'armée rouge qui avançait. C'était un message destiné à empêcher l'armée rouge d'entrer en Mandchourie et de prendre une plus grande place en Asie de l'Est. Mais ma question pour vous est la suivante. Si nous supposons que l'administration Trump n'aurait pas permis à Netanyahou et à ses partisans d'accéder au nucléaire, simple hypothèse, je ne suis pas sûr que ce soit une hypothèse correcte. Dans ce cas, aurait-il réellement la capacité de contrôler Israël? Je ne pense pas. Et les remarques désinvoltes de Trump à propos d'Israël, la perspective que Bibi utilise des armes nucléaires, je n'ai vu qu'un seul ensemble de déclarations. Mais c'était déjà assez désinvolte pour me faire penser qu'il n'a aucune compréhension de ce dont nous venons de parler. Aucune compréhension du tout. Ses propos étaient en gros, « Nous allons le faire. Nous allons faire la guerre. Nous allons les battre si durement qu'il n'aura aucune chance d'utiliser une arme nucléaire. » Ce qui montre à quel point il y a peu réfléchi. Et vous savez, quand vous parliez d'Hiroshima et de Nagasaki et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, je vous dirais presque si je sortais maintenant parmi les initiés de ma ville, qui est la petite ville la plus instruite d'Amérique, avec plus de docteurs, plus de maîtrises, plus de licences, plus d'avocats, plus de sous-traitants de la défense, plus d'argent que n'importe quelle autre ville comparable aux États-Unis. Je parie que je ne pourrais pas trouver 2 personnes qui savent que les bombardements incendiaires de Tokyo et d'autres villes menées par Curtis LeMay ont tué plus de gens que les 2 armes nucléaires réunies, et que cela a représenté 2 semaines de rien d'autre que des crimes de guerre. Ils les ont brûlés vifs, ont incendié des villes entières, des villages, des bourgs. Donc, si vous cherchez des crimes de guerre de la Seconde Guerre mondiale, en voilà un qui, à mon avis, dépasse même les 2 bombes nucléaires. Et le fait que nous pourrions refaire quelque chose de ce genre, j'ai pas besoin d'y réfléchir. Bien sûr que nous le ferions. Nous sommes les seuls à avoir utilisé des armes nucléaires pour tuer massivement des êtres humains. Et à mon avis, nous serons les prochains à le faire. Je ne ressens pas cela à propos de la Chine. Je ne ressens pas cela à propos de la Russie. Je pense que la Russie, en réalité, a fait preuve d'une retenue énorme dans cette affaire ukrainienne. Peut-être qu'à 1 ou 2 reprises, elle avait une provocation suffisante pour au moins démontrer une arme nucléaire ou quelque chose de ce genre. Par exemple, lorsque l'Ukraine a effectivement attaqué la Russie, attaqué sa capacité d'alerte stratégique. C'est complètement insensé. Et pourtant, ils l'ont fait, et je vous garantis que nous leur avons fourni des renseignements pour le faire. Donc, je n'ai absolument aucun scrupule à dire que nous serons les prochains à utiliser des armes nucléaires ou que Bibi sera le prochain à le faire. C'est cela la nature de ce conflit que je pense définie, même brièvement, dans les termes géostratégiques que j'ai évoqués. Je n'ai aucun mal à imaginer que nous utilisions des armes nucléaires ou que Bibi en utilise. Ajoutez à cela le fait que je sais qu'il y a aujourd'hui dans nos laboratoires des gens qui, dans le cadre des milliers de milliards de dollars, en réalité je pense que c'est plutôt autour de 2,5 billions maintenant, que nous allons dépenser pour moderniser, sécuriser, enfin tous ces beaux termes,
notre arsenal nucléaire, ne connaissent pas l'histoire du projet Manhattan, ne connaissent pas l'histoire que vous et moi venons d'évoquer brièvement, et qui pensent que la technologie est le cœur du jeu. Et l'IA a rendu ce jeu encore plus attrayant. Et bon sang, ils peuvent maintenant construire des armes nucléaires si perfectionnées qu'on finira bien par devoir s'en servir. Je sais que cet état d'esprit existe aujourd'hui, je l'ai entendu exprimer. Et j'ai aussi entendu des officiers militaires dire des choses comme « Nous dépensons tout cet argent pour ces armes, mais nous ne les utilisons jamais. » Vous devriez me dire. C'est un écart très dangereux par rapport à tout ce que nous avons appris pendant la guerre froide. Mais c'est typique de l'histoire. Une génération, 2 générations, peu importe, traversent une période comme la Première ou la Seconde Guerre mondiale, puis connaissent une longue ère de paix relative, avec seulement quelques petites guerres périphériques, ici et là. Et, avec l'armée moderne de volontaires, personne n'y participe sauf les pauvres. Je veux dire, vraiment, ce sont eux qui y participent, des mercenaires. Je ne dis pas cela de manière péjorative, je le dis comme un constat de réalité. C'est vraiment ce que nous avons aujourd'hui. Moins de 1%, je crois. Moins de 1% des Américains ont servi. Alors de quoi se soucie le reste des 99%? Nous vivons aujourd'hui une époque où nous réintégrons ce monde obésien de désordre massif, et nous sommes en réalité les principaux artisans de ce désordre. Ce sont des temps périlleux. Nous allons nous arrêter là, colonel Lawrence Wilkerson. Merci beaucoup pour votre temps. Ce fut une conversation formidable. Merci de m'avoir invité, j'apprécie vraiment. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.